Bienvenue dans Cultiver la biodiversité, le podcast qui vous dit pourquoi la biodiversité c'est un trésor à cultiver. Je suis Estelle Serpollet. Je suis Emma Flippon. Nous sommes ingénieurs agronomes spécialistes de la biodiversité cultivée et passionnés par la sélection participative. Ici, on vous parle de graines, de celles et ceux qui les cultivent et les étudient, de semences paysannes mais pas que, d'autonomie des agriculteurs, de collectifs, parce que les semences sont à la base de notre alimentation. Bref, on vous donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles et des outils pour agir. Épisode 26, rencontre 19, Charlie et le GEVES, gardiens des ressources phytogénétiques en France. Cet épisode, on l'a enregistré avec Emma il y a 2 ans, et puis en voulant le monter, je ne le retrouvais pas. Voilà, et je l'ai retrouvé il y a quelques mois, j'étais très contente, et on le sort aujourd'hui, c'est vraiment chouette parce que Charlie, c'est lui qui nous a transmis la collection de lentilles à partir de laquelle principalement nous faisons notre sélection avec Emma. Et là nous sommes début avril 2025 et avec Emma nous venons de semer notre collection de lentilles pour la 3e année. Donc c'est vraiment chouette de pouvoir sortir cet épisode de Charlie aujourd'hui. Donc Charlie, c'est Charles-Henri Duval qui travaille au GEVES sur les réseaux de coopération pour la conservation des ressources génétiques. Bonne écoute! Alors, aujourd'hui, on est avec Charles-Henri Duval qui travaille au GEVES. Il va vous expliquer ce que c'est. Il va vous parler aujourd'hui de la conservation de ressources génétiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'épisode 1, on vous avait mentionné que à partir des années 50, on va dire après-guerre, il y a eu de grands mouvements de conservation de la biodiversité cultivée. L'idée, c'était de préserver les variétés qui étaient en train de diminuer, en train d'être moins utilisées dans les champs, suite à l'apparition de variétés comme les lignées pures et ou les hybrides de sélectionneurs. Et donc l'idée, c'est, on vous l'avait dit, qu'il y a eu des chercheurs qui sont allés battre la campagne, récupérer beaucoup de populations, de beaucoup d'espèces différentes, et elles ont été stockées dans ce qu'on appelle les banques de graines, qui sont souvent gérées par des instituts de recherche, en tout cas en France. Et donc Charles-Henri s'occupe de certaines espèces conservées qui ont été conservées dans les banques de graines, mais qu'on parle d'orphelines, et il va nous expliquer pourquoi. Bonjour Charlie. Bonjour. Est-ce que d'abord tu peux te présenter et puis présenter le GEVES, nous expliquer quelle est cette structure? Donc moi je suis Charles-Henri Duval, je travaille au GEVES et donc je suis gestionnaire de ressources phytogénétiques, de haricots, d'oignons et d'autres espèces orphelines. Donc on reviendra sur ces termes un peu après. Mais d'abord le GEVES. Donc le GEVES c'est l'office d'examen français qui s'occupe des études pour l'inscription et la protection des variétés au niveau européen, ou parfois que français, suivant les espèces. Mais voilà, en fait, mes collègues sont principalement connus pour étudier les nouvelles variétés sur le terrain, sur le plan technique, en observant les plantes, en observant les variétés, en les comparant aux autres. Donc oui, mes collègues sont principalement connus pour faire les études DHS, la distinction, l'homogénéité et la stabilité, dans le cadre de l'inscription ou de la protection des nouvelles variétés, que ce soit sur des examens techniques pratiques au champ, en observant les plantes, ou sur l'analyse des semences aussi, donc la certification, les analyses patho, les analyses de germination, la pureté. Et donc ça c'est bien pour, quand tu disais les tests, c'est pour de DHS, pour l'inscription au catalogue officiel des semences. Pour l'inscription au catalogue officiel pour les variétés pour lesquelles il y a des catalogues, mais aussi pour la protection des variétés. D'accord. Et du coup, il y a donc la plupart de mes collègues sont connus pour ces études DHS, mais aussi on est une petite équipe de 3 personnes à travailler au sein de la structure de coordination nationale de conservation des ressources phytogénétiques. Et du coup, nous, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est
nos autres collègues s'occupent des nouvelles variétés et nous, on s'occupe plutôt des vieilles variétés. C'est assez caricatural, mais bon. C'est parlant. C'est parlant. Et du coup, au sein de notre équipe, donc il y a ma collègue Audrey Didier et Bernice Van Issem-Royer qui l'assistent dans tout son travail. Donc Audrey est la coordinatrice nationale de la conservation des ressources phytogénétiques. Et l'idée, c'était d'avoir un point de contact, d'avoir une personne qui coordonne tout ce qui se fait au niveau national, tout ce qui autour de la conservation des ressources phytogénétiques sur toutes les espèces. Et du coup, on travaille sur toutes les espèces, à part les espèces forestières, puisque la conservation des ressources phytogénétiques des espèces forestières est déjà bien, ils gèrent déjà bien de leur côté. Mais au niveau végétal, on essaie de s'occuper de toutes les autres espèces. Donc, c'est super passionnant parce qu'on travaille sur des diversités d'acteurs, des diversités d'espèces, de conditions de culture, de conditions de conservation. Enfin, c'est génial. Et donc moi, plus spécifiquement au sein de notre équipe, donc je m'occupe des espèces orphelines. Donc qui dit espèce orpheline dit espèce non orpheline. Donc il y a certaines organisations, certaines structures qui sont reconnues pour leur travail dans la conservation des ressources phytogénétiques. Souvent ils conservent les ressources génétiques d'une espèce ou d'un groupe d'espèces. Certains sont plutôt sur certains sont plutôt sur une origine géographique précise. Donc ça peut être par exemple une région administrative, hein. Je pense notamment les Hauts-de-France ou la région Centre-Val de Loire. Certains acteurs sont impliqués dans la conservation de ressources génétiques locales, mais les autres, c'est plutôt par espèce ou groupe d'espèces. Donc voilà, pour ces espèces ou groupes d'espèces, on considère qu'elles sont pas orphelines, puisqu'il y a des acteurs qui sont impliqués et qui sont reconnus dans leur travail de conservation. Mais du coup, il y a les autres espèces. Celles qui sont conservées à droite, à gauche, soit par des petits acteurs, soit dans des structures qui sont un peu tenues à bout de bras. Et moi, c'est dans ce contexte-là que j'essaie d'améliorer la conservation de ces ressources phytogénétiques. Je travaille principalement sur des espèces légumières, puisque dans les autres espèces, il y a déjà un gros travail qui a été fait par les autres acteurs, tant les instituts publics que associatifs ou d'autres types de structures aussi. Ok. Et donc concrètement, tu disais que c'est toi qui les récupères, donc ça veut dire qu'il y a un travail à faire de stockage, puis de remise en culture de ces variétés pour une espèce donnée. Est-ce que tu peux préciser un peu comment tu dois t'organiser pour faire ça ? Alors du coup, quand je suis arrivé au GEVES, il y avait déjà 3 collections qui étaient présentes. Au GEVES de Brion, où je suis, en Anjou. Donc c'était une collection de haricots, une collection d'oignons, une collection de lentilles. Et mon premier travail, du coup, c'était de voir un peu ce qu'il y avait dans ces collections et ce qu'on pouvait en faire. Donc quand je suis arrivé, il y avait à peu près 2000 accessions, donc 2000, on va dire, entités différentes de haricots. À peu près 700 de lentilles et puis 150 d'oignons. Et il y a eu un gros travail d'inventaire à faire, un gros travail d'aller rechercher les informations. Par exemple, sur la collection d'oignons, j'avais 150 numéros, mais j'avais que 5 noms. Enfin, j'avais des noms. J'avais 150 numéros, mais j'avais des noms que pour 5 numéros. J'avais que 5 numéros pour lesquels j'avais des noms. Et donc il fallut piocher, il fallut discuter avec les gens, trouver des documents. Et donc ça a été le premier travail. Et ensuite, on a essayé de monter des réseaux de coopération publique-privée, comme ce qui avait été fait sur d'autres cultures à l'époque du BRG, du Bureau des ressources génétiques. Du coup, on a essayé de repartir sur ces schémas-là et de redynamiser la conservation de ces espèces orphelines. On a d'abord essayé sur haricots, lentilles, GES aussi, puisqu'on nous avait signalé une collection de GES, une très grosse collection, plus de 4000 accessions.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette espèce-là? Parce que je pense qu'il va y avoir peu de personnes qui Ouais. vont la connaître. Alors la gesse, c'est un latyrus, enfin c'est les latyrus. Donc en latyrus, les gens connaissent sûrement plus le latyrus odoratus, le pois de senteur. Mais il y a aussi d'autres espèces qui peuvent être consommées principalement en fourrage, occasionnellement en alimentation humaine, mais c'est vraiment une nourriture de... Oui. La gesse est plutôt vue comme une nourriture de disette, et d'autant que consommation trop importante et pas assez bien préparée, elle peut causer des troubles, des problèmes de lathyrisme en fait. Donc non, c'est vraiment une culture qui est pas du tout courante. Donc la collection est aujourd'hui hébergée au Conservatoire botanique Pyrénées-Midi-Pyrénées, et elle est issue d'un travail de prospection, de collecte, d'échange de Daniel Combe, qui était chercheur sur cette espèce. D'accord. Voilà. Et c'est un peu l'origine aussi des autres collections. Les chercheurs, que ce soit sur lentilles, haricots ou oignons, étaient des chercheurs à l'INRA. Et quand ils sont partis à la retraite, leurs programmes de sélection n'ont pas été maintenus. Et du coup, la collection ou une partie de la collection a été transmise à différents acteurs, dont le GEVES, qui les a hébergés, qui les héberge toujours. Ok. Et donc effectivement, tu parlais d'essayer de dynamiser des réseaux autour des haricots, oignons ou lentilles. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus sur ces réseaux, comment ils se sont structurés? Je sais que tu nous avais dit que sur la lentille, ça avait pas forcément pris. Donc voilà, est-ce que tu peux nous préciser un peu comment ça tu le gères et ce qui se passe, quels sont les types d'acteurs qui sont intéressés? Donc en 2018, on a lancé un peu une étude pour essayer de définir la méthodologie. Donc le GEVES, moi j'ai travaillé avec Kamel Elias du bureau d'études pollen, qui voilà, on travaillait tous les deux pour essayer de définir la méthodologie. Donc savoir quelles étaient les collections concernées, quels acteurs étaient intéressés, et en fonction de la taille de la collection, des spécificités techniques de l'espèce et du nombre d'acteurs intéressés, on a essayé de monter des réseaux de coopération, comme ça se faisait à l'époque du BRG, une coopération publique-privée. Et ça a marché pour le haricot. Pour la lentille et la gesse, on n'a pas réussi parce qu'il n'y avait pas assez d'acteurs intéressés pour créer ces réseaux. À chaque fois, il y avait nous, le GEVES, parfois un institut public, et puis 2 sélectionneurs privés, donc ça fait pas assez pour créer un réseau. Pour exemple, dans le haricot, on était 13 partenaires à la création des réseaux. Donc on a réussi à créer ce réseau pour les haricots, et après on a transposé la méthodologie sur les oignons. Et on a créé aussi un réseau de conservation des ressources génétiques d'oignons avec 9 partenaires. Et les chartes ont été... Donc il y a eu le travail de définir la collection, trouver les partenaires, et puis après de reprendre les documents cadres. Donc après avoir trouvé les partenaires et défini la collection, il a fallu réécrire la charte du réseau de coopération et principalement le règlement intérieur. Donc la charte, c'est un modèle national que les différents réseaux sont invités à suivre, et le règlement intérieur, c'est là où on spécifie les règles de fonctionnement du réseau. Et oui, du coup, tu expliquais qu'en lentille, il n'y avait pas assez de monde. Et pourquoi il n'y avait pas assez de monde et quel aurait été l'intérêt d'avoir plus de monde? Est-ce que c'est pour répartir de manière homogène, entre guillemets, les accessions, ou est-ce que c'est pour d'autres raisons? L'idée de ces réseaux, c'est d'avoir un pot commun, on va dire, qui est la collection. Et après, les différents partenaires se répartissent les rôles. Donc nous, le GEVES pour le haricot et l'oignon, je suis pilote de réseau et gestionnaire de la collection. Donc c'est un peu moi qui anime le réseau. Et à mes partenaires, voilà, je leur confie de la multiplication et ou de la caractérisation, principalement. Et on a aussi un partenaire qui est le responsable scientifique. Et voilà, donc l'idée, les chartes ont été signées en 2021 pour ces 2 réseaux. Donc on est encore dans une phase de lancement, on va dire. Mais pour l'instant, on partage
les accessions à multiplier, on s'organise, et puis après, on pourra créer ensemble voilà, il peut y avoir des projets de caractérisation, des projets d'évaluation, auxquels tout ou juste certains des partenaires participeront. Ouais. Et du coup, l'incidence d'avoir pas assez de membres, de partenaires au sein du réseau, c'est la dynamique du réseau et le temps le temps que ça prend pour multiplier la collection. La spécificité de ces collections aussi, c'est que les semences sont en général assez vieilles. La plupart du temps, j'ai eu des récoltes jusqu'au début des années 2000. Elles ont été globalement bien, voire très bien conservées. Mais voilà, sur les haricots, par exemple, plus ça va et moins j'ai de germination parce que les graines sont de plus en plus vieilles. Et donc c'est assez difficile de les maintenir. Et l'objectif pour les membres du réseau, c'est que foncièrement, ils ont un objectif de conservation ou de pédagogie à l'endroit du grand public ou de sélection. Ou est-ce que c'est un peu de tout ça ou d'autres choses? Ce qui a été intéressant dans notre démarche, le gros avantage de ces réseaux, c'est qu'on a une multiplicité d'acteurs avec différents profils. On a des semenciers qui y voient l'intérêt parce que les ressources génétiques conservées peuvent servir de géniteurs. On a d'autres semenciers qui font pas de la création variétale, mais qui commercialisent des variétés anciennes ou du domaine public, des variétés sans obtenteur connu et qui peuvent trouver des nouvelles variétés à réinscrire ou à recommercialiser. Et on a des collectivités aussi qui participent à nos réseaux. Donc voilà, effectivement, l'objectif général, c'est de participer à la conservation de ces ressources génétiques, mais chacun a un autre intérêt derrière, un intérêt plus propre, plus personnel. Et puis, le fait d'être en groupe, on peut monter ensemble des projets pour mieux connaître notre collection. Et là, depuis l'année dernière, je suis aussi personne contact au niveau de l'ECPGR, qui est un programme européen pour la conservation des ressources phytogénétiques. Et je suis personne contact pour le groupe de travail sur les alliums et sur les légumineuses à graines. Et au niveau des légumineuses, on est en train avec les différents partenaires européens, on est en train de monter un réseau d'évaluation multisite partout en Europe. L'idée, c'est d'avoir une collection et on évalue le comportement des différentes accessions dans différents pays. Avec des descriptions, donc des caractérisations sur des descripteurs précis et sûrement aussi des analyses génétiques derrière. Ok, merci, super. Eh bien, peut-être que c'est le moment de te poser une des questions qu'on pose souvent dans notre podcast, qui serait justement pour toi, qu'est-ce que c'est l'intérêt de la biodiversité cultivée et aussi comment tu définirais la biodiversité cultivée? J'aime bien voir la biodiversité cultivée par la biodiversité que je peux trouver dans mon assiette. Donc, je suis peut-être un peu gourmand, mais voilà, plus il y a de biodiversité cultivée, plus il y a de diversité culinaire et plus on peut se faire des petits plats un peu originaux avec des couleurs qui changent. Non, c'est une bonne idée ça. Après, ce que j'aime bien dans la biodiversité aussi, et c'est une autre de mes missions en plus de l'animation de ces réseaux, ça reste toujours dans les espèces orphelines, c'est le côté patrimonial. Et il y a des acteurs impliqués dans la conservation de ressources génétiques au niveau local, au niveau régional, qui m'a dit Charlie, vous avez des collections de référence au GVS qui vous servent à faire la distinction d'une nouvelle variété avec ce qui existe déjà. Parmi ces variétés qui sont en collection de référence au GVS, il y a des variétés qui sont radiées, donc que normalement on ne trouve plus par ailleurs, puisqu'elles sont radiées, elles ne peuvent plus être commercialisées. Et parmi ces variétés radiées, je suis sûr qu'il y a des petits trésors, parce qu'il y a des variétés qui ont été radiées il y a 20 ans, qu'on trouve plus du tout, et qui peuvent avoir un intérêt patrimonial pour certaines régions. Et alors ça m'éclate aussi, parce que j'aime bien le patrimoine, que ce soit patrimoine bâti et patrimoine agricole.
Et voilà, il n'y a pas longtemps, moi j'habite en Anjou du côté de Saumur, et il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé dans la collection de haricots 3 haricots avec des noms qui faisaient référence à Saumur, alors que je n'avais pas identifié qu'il y avait spécialement de variétés de haricots dans le Saumurois. Donc voilà, il y a le côté culinaire et puis il y a le côté patrimoine parce que c'est notre histoire. Merci. Ouais. Je crois qu'on est un peu tous et toutes gourmands quand on s'intéresse à la biodiversité cultivée. C'est vrai. Et donc pour information, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais vous n'avez pas pour l'instant monté de réseau sur les lentilles, mais par exemple avec Estelle, on a tout de même récupéré et mis en culture cette année, en 2023, 150 accessions issues de la collection que vous conservez au GEVES. On a reçu 2 fois 50 graines qu'on a semées dans notre petite pépinière à Rennes. Et donc merci pour ça d'abord, mais peut-être est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous envisagez avec les lentilles, puisque vous n'avez pas pour l'instant ce réseau qui est constitué. Ben, justement, c'est encore en questionnement, clairement, parce que la lentille, comme d'autres espèces, alors c'est peut-être un peu différent pour la lentille, parce qu'en 2018, il y avait effectivement pas assez d'acteurs intéressés pour monter un réseau, mais on sait que sur les légumineuses, bah, ça bouge beaucoup. Peut-être que ça vaudrait le coup d'essayer de relancer une enquête pour savoir si d'autres acteurs seraient intéressés pour prendre part à créer un réseau. Donc, oui. C'est un peu spécifique à la lentille, je dirais. Mais en tout cas, pour les autres espèces orphelines, bah voilà, on sait pas trop. Ce qui est sûr, c'est que on va se focaliser principalement sur les variétés patrimoniales d'intérêt patrimonial pour la France, puisque c'est surtout ça qui nous semble important de conserver. Donc ça permet aussi de réduire. Et donc voilà, on va s'orienter là-dessus. Dans le cadre de mes missions, c'est ce que je suis en train de faire sur les variétés légumières qui sont conservées dans les collections de référence du GEVES dont je parlais tout à l'heure. Et c'est de trouver d'identifier les variétés d'intérêt patrimonial. Donc, le premier critère, c'est principalement la dénomination, puisque les vieilles variétés ont souvent soit une information de localisation géographique, soit une information de description. Et donc essayer de les identifier comme ça, et ensuite d'appuyer cette première identification sur des références bibliographiques et des entretiens avec des experts de la sélection ou de la conservation de ressources phytogénétiques, voilà, pour essayer de bien cadrer les variétés qui vont être prioritaires à conserver parce qu'elles ont un intérêt patrimonial. Donc voilà, ça a déjà été fait pour le céleri. On a identifié une vingtaine de vieilles variétés d'intérêt patrimonial. Céleri branche, céleri rave et puis céleri à couper. C'est en cours sur d'autres espèces. Ça a pas mal avancé l'année dernière sur betterave, sur courgettes. Il reste encore pas mal de boulot après sur d'autres petites espèces orphelines, légumières, donc épinards, poireaux, etc. Donc voilà, après du coup, l'idée c'est de lancer un appel aux volontés qui seraient intéressées et de voir comment est-ce qu'on peut faire. Est-ce que ça va plutôt être des échanges ponctuels? Parce que on a vu, quand on a essayé de créer les réseaux, on a vu que certains acteurs pouvaient participer, mais pas tous les ans. Alors que quand on est impliqué dans le réseau, on attend une activité, une implication pérenne et puis régulière. Alors qu'il y a certains acteurs, cette année, ils peuvent me prendre une variété d'oignons parce qu'ils en ont pas ou à multiplier. Et du coup, ils ont de la place, mais l'année prochaine, ils pourront pas. Donc, c'est peut-être comme ça, voilà, coup par coup, et puis peut-être différents types d'acteurs qu'on n'a pas encore sollicités pour l'instant. Je pense notamment, j'avais eu des échanges avec des jardins privés, des jardins potagers, des jardins botaniques. Ou des associations de jardiniers. C'est ça, des associations de jardiniers. Alors après, du coup, faut
faut qu'on soit vigilant parce qu'il y a certaines espèces, du fait de leur allogamie, du fait de la nécessité d'isolement de la variété, il faut qu'on soit vigilant pour pas que la variété qu'on confie soit polluée parce il y a d'autres, si on prend le cas de l'oignon, il y a d'autres oignons qui sont en fleurs à 500 mètres et on risque d'avoir une pollution génétique, quoi. Tout à fait. Est-ce que tu peux peut-être, on l'a déjà expliqué, mais redéfinir rapidement allogamie pour si tout le monde ne sait pas ou s'ils n'ont pas écouté les épisodes où on explique ça. Ouais. Du coup, on distingue autogamie d'un côté, allogamie de l'autre. Autogamie, c'est une même plante peut se féconder elle-même. Elle n'a pas besoin d'une autre plante. On peut citer par exemple les laitues, les haricots, les pois, les mâches. Les lentilles. Les lentilles, bien sûr. Et à l'opposé, il y a les plantes allogames qui ont besoin d'être au minimum deux pour pouvoir échanger le pollen. C'est pas forcément parce que sur la plante, il y a que des fleurs mâles ou que des fleurs femelles. Des fois, la fleur, des fois, la fleur est hermaphrodite, donc elle possède les organes mâles et les organes femelles, mais elle peut pas se féconder elle-même. Elle a absolument besoin de quelqu'un d'autre d'une autre plante pour la féconder. C'est une stratégie d'adaptation. L'avantage, c'est qu'il y aura plus de brassage génétique, donc la population va pouvoir s'adapter plus facilement au milieu. Mais par contre, il faut qu'il y ait un minimum d'effectifs pour pas que ça périclite et que ça dérive, quoi. Mhm. Donc voilà, il y a des avantages. Les plantes autogames, une seule plante suffit à régénérer, quoi. Et oui, ouais, quand on conserve, j'imagine que des fois c'est précieux ça. Ouais, tout à fait. Mais du coup, ça paraît un chantier assez pharaonique quand tu expliques que non seulement il y a plusieurs espèces qui sont orphelines, mais en plus, tu l'as dit, par exemple pour le haricot, la collection, elle était de 2000 accessions, et tu disais qu'il va falloir prioriser. Aujourd'hui, c'est quoi vos contraintes ou les difficultés que vous rencontrez vis-à-vis de la conservation ou de la création des réseaux? Du coup, au niveau des réseaux, que ce soit haricots ou oignons, on va dire que la gouvernance se fait au sein du réseau. Donc on va pouvoir définir des priorités et puis les objectifs. Donc là, la collection d'oignons est plutôt bien sécurisée parce que elle a été conservée au congélateur. J'ai par exemple des graines qui ont été récoltées en 1992 et qui germent encore à 90 ou 95%. Alors que les alliums, on sait que la germination a tendance à baisser drastiquement au-delà de 5, 7, 10 ans, peut-être maximum. Ah oui. Donc la conservation au congélateur, c'est vraiment un plus. Et donc oui, on a effectivement des contraintes de durée de vie des graines, mais on essaie d'optimiser ça parce que si derrière, dans notre réseau haricot, on doit multiplier la variété tous les 5 ans ou tous les 10 ans, ça fait beaucoup de travail, alors qu'en la conservant au congélateur, si la graine peut vivre pendant 20 ans, 30 ans, ça fait moins de travail à faire. Donc il y a ce côté-là, de rationaliser la collection et d'optimiser en tout cas les conditions de conservation pour avoir moins de travail à faire. Et puis après, pour le haricot, c'est un peu différent parce que les graines étaient conservées en chambre froide depuis, pareil, 20, 30 ans, peut-être plus. Et elles se sont moins bien conservées. Pour le haricot, pour une grosse partie de la collection, j'ai aucune information de ce que j'ai. Donc j'ai du haricot commun, Phaseolus vulgaris. J'ai du haricot d'Espagne, Phaseolus coccineus. J'ai des croisements interspécifiques entre les deux. Et sachant que le Phaseolus coccineus est allogame, le Phaseolus vulgaris est autogame. Donc voilà, et comme on n'a aucune information, on gère, on fait ce qu'on peut. Là, pour exemple, cette année 2023, j'ai semé environ 4000 graines de haricots et j'ai à peu près 200 plantes qui ont germé. 200 graines qui ont germé, je vais avoir 200 plantes dans mon essai. Donc voilà, donc au final, il y a un tri de la collection qui se fait un peu par la force des choses. Et puis après, une fois qu'on a sécurisé un peu notre collection, faut la rationaliser aussi. Parce que c'est bien d'avoir une grosse collection, mais si au final on l'utilise pas, on l'utilise peu, et voilà, il faut trouver le bon équilibre entre la capacité de régénération du réseau, des partenaires du réseau, et puis ce qu'on veut en faire derrière. Ok.
Et donc on l'a déjà un petit peu abordé quand tu parlais de sur quelles espèces vous aviez envie de travailler. Mais qu'est-ce que tu dirais mais pour toi, quels seraient les projets futurs ou les futurs objectifs et les questions actuelles que tu vois autour de la conservation en général, parce que tu l'as dit, au GVS, vous êtes aussi autour de la question de la conservation, mais aussi autour de la question des espèces orphelines en France. Une problématique que je rencontre moi et que beaucoup d'autres acteurs semblent rencontrer aussi, quelle que soit l'espèce travaillée, c'est la pérennité de nos collections. Ok. Parce que parce qu'il y a des moyens financiers qui sont limités, parce que on a des collections plus ou moins grosses qui sont exposées à parce qu'on a aussi des collections qui peuvent être exposées à des nouveaux bioagresseurs. Donc moi je travaille beaucoup sur légumières, sur semences, on est en général moins embêté, mais je pense aux acteurs qui travaillent sur des plantes à multiplication végétative, dans les vergers, par exemple, il y a un gros travail de protection sanitaire à faire et de surveillance. Donc il y a déjà une première contrainte à ce niveau-là, et puis la sécurisation de nos collections en fait. Donc si je prends l'exemple par exemple dans les espèces fruitières, on sait qu'il y a beaucoup d'acteurs de type associatif. On sait qu'ils arrivent à communiquer entre eux plus ou moins bien, et l'idée, ça serait de savoir vraiment de qui a quoi. Certaines associations ont des vergers, d'autres associations se reposent plutôt sur le partage des variétés auprès de particuliers, auprès de différents, à qui ils fournissent des variétés pour la conservation. Ils se reposent sur ces échanges pour conserver en fait. Du coup, au final, on ne sait pas vraiment qui conserve encore quelle variété 5 ans après la fourniture, par exemple. Donc voilà, il y a tout un travail de coordination, justement, de la conservation des ressources génétiques, et c'est pour ça que qu'on est là, au niveau du GVS, on essaie de mettre en place ça pour mieux mettre en avant tout le travail qui est réalisé par les différents acteurs. Tout à fait, et oui, tu le disais, cette notion de partage d'informations, quand on a des collections aussi immenses, c'est vraiment une question qui est très compliquée, quoi. Enfin, nous, on le voit même pour les informations qu'on récolte sur les lentilles ou quoi. Voilà, ça suppose de gérer des grands tableaux de données, de partager. Ouais, on voit bien. Et puis du coup, on aimerait bien aussi mettre en place un lieu d'échange, soit un lieu physique, mais sûrement plutôt sous forme d'une plateforme sur Internet ou je ne sais quel support. Mais voilà, il y a certains acteurs de la conservation des ressources génétiques, on peut penser aux instituts publics qui ont des fortes connaissances, des outils, des matériels, qui sont très avancés dans leur méthode de conservation. Et puis on a d'autres acteurs, des associatifs qui sont moins bien équipés, qui ont moins de temps, qui ont moins de connaissances. On peut prendre par exemple un exemple assez parlant. Il y a sûrement certains acteurs de la conservation des ressources génétiques qui ont encore toute leur traçabilité à la main sur des cahiers. D'autres ont peut-être des fichiers Excel. Ceux qui maîtrisent Access ont fait une base de données Access. Et puis jusqu'à l'autre bout de la chaîne, on va dire, il y a certains acteurs, notamment les instituts publics, qui ont pu développer des bases de données à partager. Donc, ils sont plusieurs acteurs à travailler sur cette base de données. Donc, on a vraiment une échelle très différente, une diversité d'acteurs, du coup une diversité de méthodes. Et voilà, il y a plein de questions. On aimerait pouvoir faire un lieu où chacun pose des questions, propose les solutions qu'ils ont trouvées. Ça peut être des choses toutes bêtes, quoi, mais des fournitures de congélateurs. Tiens, j'ai besoin d'un congélateur qui peut me donner des informations, quel type, des nappes chauffantes, je ne sais quoi. Donc à cette occasion, au sein de la structure de conservation des ressources génétiques, on organise des journées de rencontres des différents acteurs
de la conservation des ressources génétiques. Les prochaines auront lieu dans 2 jours, donc fin juin là 2023. L'objectif, c'est de pouvoir en organiser de nouvelles sur un rythme tous les 2 ans, ça paraît pas mal, pour avoir un lieu physique aussi de rencontre et d'échange. Ok, merci Charlie. On arrive à la dernière question du podcast. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une variété coup de cœur et une recette associée à cette variété? Variété coup de cœur, j'ai essayé d'y réfléchir, mais c'est difficile. C'est difficile. Dans les haricots, il y en a. J'ai été très content de retrouver les trois variétés de haricots du Saumurois, mais je pense aux lentilles. Je trouve ça génial qu'on ait des vieilles variétés. Je pense à Yoyette, Claudette ou Mariette, par exemple. Ah oui. C'est ça. Et puis dans les fruitiers, c'est pareil. Il y a plein de variétés qui sont géniales, quoi. Donc je sais pas, à la maison, j'ai de la rainette clochard, j'ai de la pâte de loup, j'ai de la duchesse d'Angoulême. Voilà, il y a plein de choses. Il y a plein de diversité, c'est génial. Carrément. T'as pas une petite idée de recette? Petite idée de recette. Petite idée de recette. Alors, petite idée de recette. Si t'as pas, c'est pas grave. Moi, l'habitude, les recettes, je les fais en fonction de ce que j'ai dans le frigo. Donc, bon, après, ça s'adapte. Sinon, une idée de recette que j'ai pas fait encore, mais que j'ai vu, je sais plus trop où. Un gâteau au chocolat et aux haricots. Haricots secs, pas haricots verts. À la place de la farine? Je sais pas, j'ai pas eu l'occasion de regarder vraiment la recette, mais je trouvais ça intéressant. Ça donne envie de tester, oui. Ouais. Ok. Un autre truc que j'aimerais bien essayer aussi, bon, c'est pas très... Plus par curiosité. Je crois que ça s'appelle les Nunia Beans. C'est des haricots que tu extrudes, je crois que c'est ça le terme, pour faire comme du popcorn de haricots. Ok. Ah oui, donc vraiment tu les fais chauffer avec un peu de... Même pas un petit peu de graisse ou... Ben, je crois que le principe c'est de faire chauffer et puis je sais pas ce qui se passe dans la graine, mais ça pop. Ouais. Voilà. Ok. Merci beaucoup Charlie. Merci à vous. On espère que cet épisode vous a plu. Vous avez pu en savoir plus sur la conservation des ressources génétiques. Effectivement, vous l'avez vu, c'est un travail énorme et donc le GVES est un membre parmi des très nombreux acteurs qui travaillent à la conservation de toutes ces espèces. On l'a vu aussi, le travail en réseau c'est très important, notamment pour l'échange d'informations, mais aussi justement pour que les espèces dites orphelines puissent retrouver une seconde vie. Retrouver une seconde vie. Si vous voulez en savoir plus, on mettra tous les liens en description de cet épisode et vous pouvez aussi vous rendre sur le site du GVES. À bientôt. Voilà, j'espère que grâce à cette interview, vous avez une meilleure connaissance et une meilleure conscience aussi de tout le travail, de l'énorme travail que demande en fait la conservation des ressources phytogénétiques et aussi de son importance en fait. Je crois que ce podcast il vous montre l'importance de la biodiversité cultivée et donc des structures et des collections grâce à laquelle on peut la faire revivre. Et voilà, c'est tout le travail du GVES que nous a expliqué Charlie. Et aussi, vous avez pu entendre, j'espère qu'il y a des difficultés, que c'est pas quelque chose de simple, que ça risque de se perdre et qu'il y a un enjeu très fort. Cette interview de Charlie, elle fait aussi beaucoup écho à l'interview de Quentin que nous avions faite dans l'épisode 14 en 2 parties. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter, où on parle de centres de ressources génétiques et notamment sous l'aspect sanitaire. Mais Quentin nous montrait aussi l'importance et la difficulté de tous ces centres de ressources génétiques, leur importance, leur préciosité. Allez réécouter l'épisode 14 pour compléter cette écoute de Charlie. Dans l'épisode, Charlie parle aussi des rencontres des acteurs des ressources phytogénétiques qui sont organisées en juin 2023. Alors évidemment, cette info, elle est périmée puisque nous sommes en avril 2025, mais
au moment justement de la sortie de cet épisode, eh bien, il y a la mouture 2025 de ces rencontres des acteurs des ressources phytogénétiques qui arrive. Donc cette rencontre, notez bien qu'elle aura lieu les 19 et 20 juin à Lille. On vous met les infos en description et puis aussi dans les posts que nous allons faire sur les réseaux sociaux. Encore un grand merci pour votre écoute, votre fidélité. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous, à faire connaître ce podcast. Vous pouvez aussi nous faire des retours, ce sera avec grand plaisir qu'on vous lira. Vous pouvez nous donner des idées, nous faire des remarques. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, Instagram et LinkedIn. LinkedIn, notamment avec notre activité qui s'appelle D'une graine aux autres. Et puis, si vous le pouvez, vous pouvez nous faire un don pour faire vivre ce podcast sur Libérapay. Voilà, toutes les infos sont en description. À une prochaine sur Cultiver la biodiversité. Et si vous avez le temps, il y a un petit bonus à la fin de cet épisode. À bientôt! Et n'oubliez pas, pour sauver la biodiversité, mangez-la! Petit appendice. Option. Non, comment on dit bonus. Il existe des variétés de carottes qui sont cultivées pour être utilisées en tant que colorant alimentaire. Et du coup, elles sont très très violettes. Et moi, comme je suis curieux et que je voulais y goûter, j'en ai ramené à la maison. On a fait de la soupe. Et bon, la soupe est franchement pas sexy. Plutôt violet foncé. Et quand elle refroidit, elle tire même vers le gris. C'est pas franchement appétant. Mais bon, on a mangé, c'était très bon quand même. Et le lendemain, il y a la crèche qui nous appelle. Il y a votre fils qui fait un caca, la couleur un peu bizarre, c'est pas rouge comme de la betterave, c'est plutôt violet et tout ça. Et du coup, on leur dit non, mais c'est normal, on a goûté les carottes violettes. Donc voilà. Ah, c'est génial. Trop drôle. Petite anecdote. Anecdote. Merci. Ah oui, c'est rigolo.